Je suis ravie de vous retrouver. Donc, on est ce soir toutes réunies pour du coup parler nutrition avec deux invités. Pauline, qui est notre nutritionniste sur le studio, qui intervient du coup sur le studio depuis le début d'année. Pauline est nutritionniste diététicienne. Elle a un cabinet à Toulouse et elle pratique depuis plus de 12 ans, si je ne me trompe pas, Pauline. Oui, c'est ça. Et tu as également trois enfants. C'est ça. Deux grands ados et une petite fille de 16 mois. Super. Et on a également Bénédicte, donc plus connue sous le nom de Béné ou This Perfect Day sur Instagram. Donc Béné est maman également de deux petits garçons. Et elle est également la fondatrice d'une boutique en ligne, Mélonia, qui distribue des produits de beauté, de soins en ligne. Et donc, du coup, Béné nous a rejoint ce soir pour nous partager un petit peu son expérience en tant que maman, entrepreneuse, avec une vie à 100 à l'heure et qui est confrontée également aux mêmes problématiques que beaucoup d'entre vous, d'entre nous, parce qu'on est toutes un peu dans la même situation. Et donc, ce soir, on va traiter donc de la nutrition et on va essayer de vous donner des clés, enfin, notamment Pauline va vous donner des clés pour faire en sorte que vous arriviez à manger équilibré sans que cela soit une charge mentale supplémentaire dans votre quotidien de femme active, de maman. Je vais les dire tous les questions pour rappel. Donc, qui parmi vous a déjà consulté une nutritionniste diététicienne? Pour celles qui ont répondu oui, est-ce que c'était suite à une grossesse? Et si vous avez consulté une diététicienne nutritionniste, est-ce que vous avez réussi à appliquer les conseils fournis dans votre quotidien? Donc, il y a 34% qui ont déjà consulté une diététicienne nutritionniste et 66% qui n'en ont jamais consulté. Pour la plupart, ce n'était pas suite à une grossesse. Et il y a quand même 56% des personnes qui n'ont pas réussi à appliquer les conseils fournis dans le quotidien, à peu près 30% qui ont appliqué au début et puis lâché, et 15% qui ont réussi à suivre les conseils proposés. Donc effectivement, moi c'est ce que je retrouve quand même aussi en cabinet quand j'ai des gens qui ont déjà consulté une diététicienne nutritionniste qui reviennent en consulter une autre. C'est que souvent, en fait, les conseils n'étaient pas spécialement adaptés à leur quotidien et que c'était finalement difficile parce que c'était peut-être parfois des conseils un peu trop standards. Et moi, ce que je vous encourage vraiment tout à faire, c'est de pouvoir tester, en fait, d'avoir cette curiosité, de venir tester les choses, voir si ça fonctionne pour vous ou pas. Garder ce qui fonctionne et pour ce qui fonctionne pas, peut-être essayer autre chose parce qu'on est toutes différentes et peut-être que ce qui va fonctionner pour toi, dit, ça fonctionnera pas pour Béné ou ça fonctionnera pas pour moi. Donc l'idée, c'est vraiment que chacun puisse construire sa propre culture alimentaire en fonction de ses préférences et de son quotidien. Et est-ce que du coup, Pauline, tu pourrais nous donner, toi, ta définition de la charge mentale? Alors, la charge mentale, c'est en fait finalement le poids psychologique qui pèse majoritairement sur les femmes dans un foyer et qui est lié finalement à la gestion de toute l'organisation, à la fois la gestion des repas, la gestion des enfants, prendre les rendez-vous médicaux. Donc, toutes ces pensées qu'on peut avoir en permanence dans la journée de se dire, ah tiens, il faut que je pense à appeler telle ou telle personne, il faut que je pense à faire ci. Donc, finalement, toutes ces petites pensées qui peuvent parfois venir parasiter. Et quand cette charge mentale finalement devient trop grande, on peut avoir des difficultés à avoir les idées au clair, des difficultés à réfléchir, à prendre des décisions, parce qu'on pense en permanence à toutes les choses que l'on a besoin et que l'on doit faire à l'échelle de la journée. Et donc, du coup, les filles, je vais vous poser un second sondage. Comment vous ressentez cette charge mentale au quotidien, notamment sur les repas? Donc, prenez le temps de lire bien les réponses. Il y a plein de petites subtilités dans chacune. Il y en a certaines où elles adorent cuisiner. C'est plus un plaisir qu'une charge. Là, En fait, il y aurait dû avoir aussi un oui et non. Parce aussi. que moi, j'adore cuisiner, donc en temps normal, c'est plus un plaisir qu'une charge, tu vois, mais dès que je manque de temps ou qu'il y a
quelque chose qui se passe dans notre vie qui fait que voilà, enfin, que c'est plus compliqué à gérer, etc., bah là, ça devient une charge, en fait. Ouais, c'est ça, c'est que finalement, parfois, même si on adore cuisiner, moi, je suis pareil, moi, j'adore cuisiner et ça fait partie de mes valeurs, des choses qui sont importantes pour moi, que mes enfants aient une alimentation équilibrée, ils mangent pas 3 jours de suite la même chose. Et en même temps, parfois, ben, quand on a de l'énergie à dépenser sur d'autres tâches ou sur d'autres préoccupations, finalement, ça peut le devenir. Parce que ça fait un peu, ça vient finalement un peu perturber nos valeurs. Donc, c'est finalement où est-ce que je passe de l'énergie? Est-ce que je passe de l'énergie à, même si je suis fatiguée, quand même cuisiner équilibré parce que c'est vraiment important pour moi? Ou est-ce que finalement, je peux faire preuve d'un peu de flexibilité et accepter qu'à certains moments, bah, peut-être qu'ils vont pas manger super équilibré. Et en même temps, ça me permet aussi peut-être de me reposer et d'être plus en forme pour gérer tout le reste. C'est dans la balance, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est passer C'est du temps ça. en cuisine? La Euh, santé mentale ou voilà. manger des pâtes au beurre pendant quelques jours. La bonne surprise, c'est que Pauline va nous donner ses astuces parce que oui, on peut donner des pâtes au beurre, mais qu'est-ce qu'on peut C'est rajouter ça. en plus pour que ce repas qui à la base n'est peut-être pas du tout équilibré peut le devenir avec des trucs vraiment faciles à mettre en place. Ce que nous montrent les résultats, c'est que pour beaucoup, ça reste quand même important que les enfants mangent équilibré. Et finalement, même si c'est une charge mentale, ça va faire partie de nos dépenses d'énergie de maman de maintenir une alimentation équilibrée pour les enfants. Après, effectivement, manger équilibré, il y a cette notion d'apport énergétique. Finalement, manger équilibré, ça va apporter des nutriments au corps, ça va apporter de l'énergie, des vitamines, des minéraux. Et comme toutes les mamans, on a envie que nos enfants soient en bonne santé. Il y a aussi la notion de plaisir, il y a aussi la notion de réconfort. Bah, effectivement, peut-être que parfois c'est plus réconfortant en fin de journée quand on est crevé de se faire un bon plat de pâtes avec plein d'émental et de pouvoir aller se reposer que de vouloir à tout prix maintenir un équilibre. Donc il y a vraiment cette notion de flexibilité. La question à se poser, c'est finalement, moi dans mon quotidien, et ça c'est vraiment chacun qui va se la poser, qui va avoir une réponse différente. Moi dans mon quotidien, quel est le pourcentage pour moi acceptable sur, admettons, 60 repas midi et soir à l'échelle du mois? Sur 60 repas, quel est pour moi le nombre de repas acceptable? Ou peut-être je ne vais pas être dans un équilibre parfait à l'échelle du repas. Et pour toute personne, ça va être vraiment différent finalement. Donc l'idée, c'est déjà de savoir chacune quelle est cette marge de flexibilité qu'on est prête à accepter finalement dans la semaine. Ensuite, dans cette notion d'équilibre, beaucoup ont cette répartition, en fait, cette notion de répartition dans l'assiette qu'on peut aussi retrouver dans les ressources, où pour avoir une assiette équilibrée, on va essayer, alors pour des adultes, d'avoir un quart de féculents, un quart de viande ou de poisson, une moitié d'assiette de légumes. Après, on peut rajouter des fruits, un laitage en fonction de l'appétit. Et pour un repas plutôt végétarien, on va plutôt être sur un quart de féculents, un quart de légumineuses et une moitié d'assiette de légumes. Mais finalement, si je mange pas de légumes sur un repas, ça met pas non plus en péril mon équilibre alimentaire. Si mes enfants n'ont pas de légumes sur un repas, à partir du moment où ils ont eu des fruits dans la journée ou peut-être même une petite entrée de légumes, ça peut être suffisant. L'idée, c'est de voir aussi en fonction des gens, on n'a pas tous le même transit, de voir quel va être l'impact finalement si je ne mange pas de légumes pendant 1, 2 ou 3 jours. Et ça peut être différent. Moi, je le vois même sur les petits bouts. Il y a certains enfants, si on leur donne pas des légumes pendant 2-3 jours, ça peut se traduire par exemple par de la constipation. Donc, l'idée, c'est de voir aussi en fonction de chacun quelle est cette marge de flexibilité. S'il n'y a pas eu de légumes sur un repas, pas de panique, on peut toujours rajouter un fruit qui apportera quand même des fibres. Donc après, l'idée, c'est vraiment de voir comment au quotidien, je suis prêt à... quelles sont un peu les concessions que je suis prête à faire pour trouver le bon équilibre, en mettre de l'énergie pour préparer ces repas parce que c'est important pour moi et aussi pouvoir prendre soin de moi à travers, par exemple, le repos si j'ai vraiment passé une journée et que je suis très fatiguée. Donc, il y a cette idée d'équilibre alimentaire global, il y a cette notion de plaisir. Effectivement, personne n'a une alimentation parfaite au quotidien.
Et ensuite, il y a un peu les fréquences de consommation conseillées qu'on entend un peu partout avec le fameux plan national nutrition santé, manger 5 portions de fruits et légumes par jour, 2 produits laitiers conseillés, ça peut même aller jusqu'à 3 chez les enfants. Euh, Disons que là aussi, c'est plutôt des règles globales qui vont s'appliquer aux besoins d'une majorité de la population. Maintenant, on peut aussi faire du cas par cas. Par exemple, les enfants, ils vont avoir un besoin en protéines qui est quand même nettement inférieur à celui des adultes. Par exemple, un enfant de 3-4 ans, il va être sur une demi-part de viande ou de poisson par jour. Et un enfant qui a par exemple pas mangé de viande dans la journée, on peut toujours lui proposer un double produit laitier par exemple en dessert. Ça va lui apporter la même quantité de protéines, mais peut-être que ce sera plus facile à manger ce jour-là. Donc après, c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter dans les ressources aussi. On avait parlé de ces équivalences, donc ça peut être intéressant de se reporter à ces ressources pour pouvoir aussi réajuster l'alimentation en fonction des jours et en fonction aussi des envies de chacun. Parfois, je sais que j'ai des mamans qui sont crevées, qui me disent, moi, le soir, une fois que j'ai couché tout le monde à la maison, j'ai pas encore pris le temps de manger. Franchement, j'ai la flemme de préparer à manger. Bah, en même temps, ça va dépendre de l'appétit. Quelqu'un qui a une petite faim, un bol de fromage blanc avec des fruits, quelques amandes, ça peut aussi faire un repas complet qui va apporter des protéines, des matières grasses, des glucides. Mais ça fera un repas peut-être plus léger, qui sera peut-être ingéré plus rapidement et qui permettra aussi de prendre un peu plus de temps pour soi dans la soirée. L'équilibre conseillé, c'est ce ratio finalement dans l'assiette où on va avoir une demi-assiette de légumes, un quart de féculents, un quart de viande, de poisson ou d'œuf, dans lequel on peut rajouter un fruit et un produit laitier, donc un yaourt, du fromage au cours du repas. Ça va dépendre de l'appétit. Il y a certaines personnes qui mangeront plutôt le yaourt ou le fruit en dehors des repas. Ou alors, sur une assiette plutôt végétarienne, on va avoir un quart de féculents, donc tout ce qui est riz, pâtes, pommes de terre, un quart de légumineuses, tout ce qui va être lentilles, pois chiches, haricots blancs, haricots rouges, et une demi-assiette de légumes. Là aussi, on pourra rajouter un produit laitier et un fruit en fonction de l'appétit. Et toi, Béné, qu'est-ce que t'en dis? Tu penses que toi, ça se rapproche? Non. Non, mais moi, je mange plus de féculents. Je pense que je suis à un tiers, un tiers, un tiers. Parce que j'ai toujours au moins fruits ou légumes ou les deux à tous mes repas. Par contre, si je fais ça, moi, j'ai faim au milieu de l'après-midi. Mais j'ai un gros appétit, en fait. Donc, si j'ai pas de féculents, déjà, si j'en mange pas du tout, je pense que 45 minutes après mon repas, j'ai faim. Ouais. Et si je fais justement un quart et la moitié, bah, il faut que je mange à 4 heures, quoi. Ouais, c'est pas suffisant pour toi. Ouais, Ok. donc j'ai adapté à ma faim, mais je connaissais par contre ce un quart, un quart, la moitié. Mais moi, je fais un tiers, un Ouais. tiers, un tiers. Après, effectivement, chacun va l'adapter à sa faim. Il y a des personnes qui préfèrent finalement avoir des repas plus légers, des repas principaux et fractionner l'alimentation en mettant en place des collations, ou d'autres personnes comme toi qui préfèrent avoir des repas plus consistants et être plus confortable pour pas manger entre les repas. Ça, vraiment, ça va dépendre un peu de l'habitude de chacun. À l'échelle de la journée, qu'on répartisse l'apport énergétique en 2, 3, 5 ou 6 repas, finalement, ça revient au même. C'était une question qui me vient parce que moi, du coup, je suis pas comme Béné. Moi, je suis rassasiée très rapidement, donc mes repas sont assez petits, mais j'ai tendance à, tu vois, à prendre des snacks. Le matin, je me prends un snack, mon lunch, hop, un petit goûter en l'après-midi. Donc, en fait, c'est plein de petits repas. Donc, toi, tu recommandes t'es OK avec ça, 3 gros repas ou plein de petits repas dans la journée? C'est quoi ton approche? En fait, ça va vraiment dépendre des personnes. Ouais. Tu vois, quelqu'un qui a un petit appétit, de toute manière, ne pourra pas manger de grandes assiettes. Par contre, tu vois, par exemple, pour quelqu'un qui a un petit appétit, le fait de se servir dans des grandes assiettes, ça peut favoriser l'appétit. Alors que quelqu'un qui a plutôt un grand appétit, se servir dans des plus petits contenants, c'est un moyen finalement de ne pas se laisser biaiser par la taille du contenant, mais finalement, le fait que le contenant soit plus petit, tu as cette impression d'assiette plus copieuse. Et ça, on se rend compte que ça peut vraiment agir sur la perception du rassasiement après le repas. Okay. Donc après, tout dépend un peu de la manière de manger et vraiment de votre ressenti.
Quelqu'un qui va être très vite rassasié, effectivement, il vaudra mieux fractionner l'alimentation parce que l'idée, c'est de rester dans un confort digestif quand on sort de table. D'autres personnes vont vraiment avoir besoin de cette sensation, même au niveau de l'estomac, d'estomac rempli. Donc après, on n'a pas tous les mêmes perceptions et même finalement, la perception, c'est très subjectif. Moi, j'encourage souvent mes patients à estimer justement le niveau de remplissage de leur estomac après le repas pour savoir finalement quel est le bon niveau pour eux de remplissage. Et il y a certaines personnes qui vont s'arrêter à 80% parce que c'est confortable et d'autres qui vont devoir aller jusqu'à 150%. Maintenant, ce qui est 150% pour eux est peut-être pas tout à fait ce qui est 150% pour moi. Ça reste des échelles subjectives, mais disons que pour une personne, se donner des échelles, c'est ce qu'on propose justement dans les ressources par rapport à l'échelle de la faim. Se donner des échelles, ça permet de savoir par rapport à soi-même où on se situe et de pouvoir justement orienter le rythme des repas ou même la composition des repas en respectant finalement ces sensations alimentaires pour rester sur quelque chose de confortable. Ok, super. Merci pour ces précisions. Alors du coup, est-ce que tu pourrais maintenant nous donner des conseils vraiment pratiques pour, du coup permettre à toutes ces jeunes femmes qui ont répondu qu'elles avaient du mal du coup à équilibrer leur repas, leurs assiettes pour la plupart du temps. Comment atteindre cet objectif, cet équilibre, tout en limitant du coup la charge mentale au quotidien? Alors, déjà, la première étape pour limiter la charge mentale, c'est la planification. Alors, tout le monde ne fonctionnera pas pareil sur la planification. Pour certaines personnes, ça va être, nous, par exemple, à la maison, on a un stock de recettes. Alors, à la base, on a fait ce stock de recettes parce qu'on a le projet que quand les enfants partiront de la maison, ils pourront partir avec leur petit livre de recettes maison qu'ils auront tous appris à faire. Mais en même temps, ce stock de recettes, il est super pratique parce que quand je manque d'idées, je vais aller piocher dedans. Donc, c'est par saison. En fait, j'ai les automnes, hiver et les printemps, été. Et parce que je me suis rendu compte finalement que j'avais tendance, selon les saisons, à cuisiner toujours un petit peu les mêmes recettes. Et parfois, au bout de 6 mois, me dire « Oh tiens, telle recette, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas cuisinée. » Donc, avoir un petit stock de recettes, alors c'est même pas spécialement noter toute la recette, ça peut être juste noter le nom de la recette. Ça peut permettre déjà d'aller piocher dedans quand on manque d'idées. Après, il y a aussi finalement le fait de stocker des aliments qui peuvent être faciles à mettre en œuvre. Parce qu'on ne va pas se mentir, il y aura toujours des moments où on sera fatigué et ça peut être pratique d'avoir des aliments que l'on peut associer facilement dans un même repas. Moi, par exemple, des choses que je vais toujours avoir en stock, je vais toujours avoir des wraps en stock, des muffins anglais pour les féculents, des sachets de céréales pré-cuits qu'on trouve souvent dans les rayons bio des supermarchés. Donc ça peut permettre de très vite, en fait, assembler quelques crudités pour faire une grosse salade et d'avoir finalement cette source de féculents qui se mange assez rapidement. Tout ce qui va être poisson en boîte, par exemple, comme le thon, les sardines, les maquereaux, ça va permettre aussi d'avoir pour les maquereaux et les sardines des poissons qui en plus apporteront des oméga 3, donc qui peuvent se manger facilement et qui finalement se stockent à température ambiante, donc ils peuvent se stocker pendant des mois. Par exemple, du thon, il suffit de rajouter un petit peu de fromage frais, on peut très vite faire des rillettes qui peuvent se tartiner effectivement sur un muffin anglais par exemple, ou qui peuvent être utilisés pour faire des wraps. Donc ça permet de faire des choses assez rapides. Après, ce qu'on peut faire aussi, si on a un congélateur, c'est que quand on prévoit des plats un peu plus familiaux, un peu plus cuisinés, pourquoi pas en congeler aussi une partie, le portionner, pour quand il n'y a pas trop le temps, pouvoir sortir. Nous, je sais qu'on a toujours certains plats maison au congélateur et parfois même on fait des repas où on va finir les restes du congélateur parce qu'on essaye d'avoir un roulement et où finalement tout le monde ne mangera pas peut-être le même plat autour de la table, mais où chacun va aller piocher le plat qui lui fait envie. Ensuite, il y a aussi la notion de batch cooking qui peut être intéressante. Moi, je sais que ce qui me convient bien, c'est le dimanche après-midi de cuisiner mes repas jusqu'au mercredi midi et le mercredi après-midi, comme je suis à la maison avec les enfants, cuisiner les repas pour le reste de la semaine. En sachant que quand on fait du batch cooking, les plats frais que l'on vient de cuisiner, on peut les conserver jusqu'à 3 jours au réfrigérateur. Donc, si on veut faire, c'est possible de faire du batch cooking, par exemple, du dimanche pour l'intégralité de la semaine, mais ça va nécessiter de congeler les préparations. En sachant qu'une préparation que l'on a cuisinée maison, il va d'abord falloir la laisser descendre à température ambiante
avant de la mettre au congélateur, simplement pour pas casser la chaîne du froid dans le congélateur. Et il faudra la congeler au plus près de la préparation, simplement parce que si j'attends 2-3 jours pour la congeler, quand on met une préparation dans le congélateur domestique, il faut 24 heures pour que l'aliment descende en température. Donc, si par exemple, le 3e jour, je congèle une préparation, le moment où elle sera vraiment congelée, les micro-organismes seront potentiellement un peu trop développés et ça risque de plus être propre à la consommation. Donc, le fait de planifier les repas, les menus pour certains, certaines personnes ont besoin vraiment de planifier les menus en sachant tel jour je vais manger ça. Pour d'autres, c'est simplement avoir une idée quand elles vont faire leurs courses, de se dire, bon, bah, tiens, cette semaine, j'ai décidé de faire des plats. Et après, souvent, moi, ce que je conseille aussi, c'est de quand même garder un jour de la semaine où on finit les restes. Parce que parfois, on cuisine peut-être pour le nombre précis de personnes à la maison, mais tout le monde n'a pas le même appétit, donc tout le monde va peut-être pas finir son assiette ou va peut-être pas se resservir. Et ça peut être intéressant justement de stocker au réfrigérateur et de pouvoir avoir un soir où on va peut-être manger ce qui reste dans le frigo pour éviter de jeter. Donc la planification, ça peut être déjà un premier moyen d'alléger cette charge mentale. Après, on fait tous en fonction de nos capacités. Il y a des moments où ça va être propice à la planification et d'autres où ça ne le sera pas du tout. Donc l'idée, c'est de toujours rester flexible. C'est pas parce que j'ai décidé de planifier mes repas que je vais culpabiliser le jour où je ne le fais pas. Simplement, peut-être qu'il faut que je prenne conscience aussi que parfois, il y a certains contextes qui ne vont pas me permettre de faire tout ce que j'avais prévu de faire. Et dans ces moments-là, l'idée, c'est quand même de rester bienveillante avec nous-mêmes en disant, bon, OK, cette semaine, j'ai pas réussi à planifier mes repas. Quel est peut-être le petit pas que je peux faire, si c'est important pour moi de planifier pour alléger ma charge mentale? Quel est le plus petit pas que je peux faire la semaine prochaine pour tendre vers ce que j'ai envie de faire? Et ce sera peut-être simplement planifier un repas dans la semaine. Et ce sera déjà bien. Et le fait de aussi se montrer que quand on se fixe des petits objectifs, on y arrive, ça va permettre de booster notre sentiment d'efficacité personnelle. Le sentiment d'efficacité personnelle, c'est vraiment notre croyance en nos capacités de réussir. Et plus on réussit à faire des petites choses, mais on le voit aussi dans le sport, par exemple, plus on se fixe des petits objectifs et on les atteint, et plus, en fait, on a conscience qu'on a une capacité immense à faire plein de choses, et ça va nous permettre d'en faire plus. Donc vraiment, cette idée de petit pas est importante. Et ce qu'il faut se dire, c'est que dès qu'on se fixe un objectif, si on n'arrive pas à l'atteindre, il faut simplement le réévaluer. Peut-être qu'en fonction du contexte actuel, il est plus adapté. Après, il peut y avoir aussi le fait de déléguer les préparations, certaines préparations aux autres membres de la famille. Moi, par exemple, qui ai des ados à la maison, certains soirs, où je rentre, je suis fatiguée, je vais demander à l'un de peler des légumes, à l'autre de les découper. Et comme ça, chacun met un petit peu la main à la pâte et ça permet de passer aussi un moment convivial en famille. Et on peut aussi faire ça avec des plus petits. Les enfants, à partir du moment où ils savent utiliser un économe, alors peut-être que parfois, ça prendra un peu plus de temps que si on l'avait fait nous, mais ça permet aussi de leur faire découvrir les légumes, de leur faire découvrir des textures, des odeurs, des couleurs. Et on se rend compte aussi que ça facilite l'acceptation des nouveaux aliments par les enfants, le fait de les avoir manipulés au préalable. Et ensuite, aussi, comme on le disait tout à l'heure, faire preuve de flexibilité. L'équilibre du repas, il se fait pas que sur un repas, il se fait à l'échelle de la semaine, il se fait même à l'échelle de plusieurs semaines. Donc, si l'équilibre n'a pas été parfait sur une semaine, là aussi, on peut toujours ajuster sur la semaine suivante pour tendre vers quelque chose d'un peu plus équilibré. Mais tout en restant à l'écoute de notre fatigue, tout en restant à l'écoute que finalement, peut-être cette charge mentale était un peu trop chargée sur une semaine et toujours dans cette optique finalement de pouvoir économiser de l'énergie. Tout à l'heure, tu as parlé d'une balance. Finalement, cette charge mentale, c'est un peu comme une balance aussi où il y a l'énergie que je donne pour m'occuper des autres et l'énergie que je donne pour m'occuper de moi. Et c'est aussi important de se demander, OK, là actuellement, la balance, elle est équilibrée dans quel sens? Combien de temps je passe à m'occuper des autres, à donner de l'énergie pour le bien-être des autres membres de la famille, et combien de temps je passe à m'occuper de moi? Et c'est vrai que quand on est une maman ultra surbookée, c'est aussi important d'avoir ces moments où on s'occupe de soi, et ça va passer par l'alimentation, mais ça va passer par le mouvement aussi, par exemple, parce que ces moments-là, ce sont des moments ressources qui vont permettre aussi d'alléger cette charge mentale et qui permettront d'avoir plus d'énergie, par exemple pour la préparation des repas par la suite. Toi, Valérie, est-ce que tu as des conseils? Comment tu fais toi? Parce que tu
voilà, tu rencontres des difficultés à manger équilibré, mais voilà, on sait que tu fais de ton mieux. J'ai vu que tu partageais il n'y a pas longtemps sur Insta des petits tips, des recettes, des plannings, des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Moi, en fait, c'est un truc que j'ai commencé à faire il y a environ un an, c'est de planifier des menus sur la semaine. Parce que jusqu'à ce que j'ai mon deuxième, ça allait. Moi, j'aime bien cuisiner. Il y a des trucs qui me viennent assez naturellement parce que je suis dans une famille où c'est comme ça. Enfin, ma maman, elle a toujours cuisiné aussi. Il y avait des fois, oui, on mangeait un peu tout le temps la même chose, mais j'ai ce truc-là. Et puis, il y a eu Jules qui est arrivé. Et là, ma charge mentale, elle a explosé. Et je me suis retrouvée à prioriser en fait ma santé mentale. Et je me suis dit, mais c'est plus possible. On avait, je sais plus, il y a eu un mois, on a eu pour 800 euros de commande c'était, mais quand Romain a fait le calcul, je lui ai dit, mais en fait, on peut pas continuer comme ça. On commandait en fait à bouffer Ouais, ouais. parce que moi, j'étais pas du tout en état entre l'allaitement. En plus, bon, j'ai eu des soucis de mise en place, de mise en route de l'allaitement, etc. Romain qui travaillait sur Paris. Enfin, du coup, à la fin de ce mois-là, je me suis dit, mais on fait quoi là? Parce que c'est pas possible de dépenser autant d'argent dans des restaurants. D'ailleurs, après, en 3 mois, on s'est coupé net les restos. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais tenter de faire les menus de la semaine. Et alors, c'est un exercice que j'ai dû un peu m'imposer tous les samedis. En fait, je le fais le samedi parce que nous, on fait nos courses le dimanche. On va au marché, chez le boucher, tout ça. Enfin, on fait beaucoup chez les petits, chez chez les locaux, quoi. Ouais, Et du coup, j'ai mis un petit mois à me forcer et en fait, pareil que toi, au bout d'un moment, j'ai eu un petit... Alors moi, j'ai pas un carnet de recettes, mais j'ai une note dans mon téléphone où il y a toutes les recettes qu'on aime bien. Donc, je les marque. Et puis, maintenant, je pioche un peu là-dedans. Des fois, j'ai des nouvelles idées, donc je me les marque. Et puis après, je fais mes menus en essayant que ce soit à peu près équilibré entre tous les jours de la semaine. Et alors, au début, je faisais la liste de courses qui allait avec le menu. Et ça, j'ai délégué à Romain. Et à un moment, il me dit, je sais pas quoi prendre. Je lui dis, en fait, tu crois qu'il y a écrit ça chante là? J'ai appris, tu vas réussir à prendre aussi. Hein. Donc maintenant, non, mais maintenant, Alors maintenant, on a un super petit planning sur le frigo. Parce qu'avant, je les mettais à l'écrit. Et donc, l'autre jour, il était devant le planning, comme ça, carottes, ok, donc il y en a là. Bon, alors je prends 8 carottes. Donc, il fait la liste de courses maintenant et ça m'a libérée de ça. Et puis, je lui ai dit, de toute façon, en fait, si tu le fais pas, je le fais pas. Donc, tu veux manger, t'as pas le choix. Déjà, je fais les repas et je réfléchis à tout ça en amont, etc. Donc, il s'est mis à faire les listes. Et, euh, et du coup, on fait les courses ensemble, par contre. Enfin, on se dispatche. Il va au marché, je vais chez le boucher. Enfin, voilà, on fait un peu. Et puis, ouais, ça nous a vraiment, vraiment changé la vie. Après, comme tu disais, il y a des moments où on n'a plus le temps de le faire. Notamment là, on vient de déménager. On était chez mes parents pendant 2 mois. Mes parents, ils mangent pas forcément comme nous. J'ai pas fait mes menus. D'ailleurs, ça m'a beaucoup manqué parce que même si ça a été au départ, j'ai vu un peu ça comme une corvée parce que c'est clair qu'il faut le samedi, tu te poses une demi-heure et puis tu fais ton truc et voilà. Mais en fait, quand on voit le gain de temps sur la semaine que ça nous prend, que ça nous donne, et même sur le gâchis des aliments, enfin, on fait plus de gâchis alimentaire, on fait plus, on a Ça. pile ce qu'il nous faut pour la semaine. Et quand on remarque ça, on se dit bon ça vaut le coup de passer une demi-heure à se prendre un peu la tête à organiser notre menu. Et du coup, là, on l'a pas fait pendant 2 mois. Et je me suis dit, c'est pas grave. C'est pas grave. Sur 12 mois, c'est quoi 2 mois? Enfin, sur une année, tu vois. Moi, maintenant, j'essaye de voir en grand. Même, tu vois, Ouais, si je prends le recul. ou quand on a été en plein dans l'emménagement, la première semaine qu'on a passée ici, j'ai pas refait mes menus, en fait. On a fait un peu comme on pouvait.
Et on s'est dit, bah, c'est pas grave, sur le mois, une semaine, ben, la semaine prochaine, on va remanger bien et c'est OK. Et du coup, ouais, ça nous a vachement aidé. Et puis, bah, s'il y a des moments sans, ben, je me fustige plus, en fait. Je me dis, bah, Je suis c'est d'accord pas avec toi. important, ça va revenir. Je suis d'accord avec toi, je pense qu'il faut dédramatiser. Ouais. D'autant plus quand on est maman avec des jeunes enfants, où on sait que c'est un petit peu les montagnes russes, rien n'est constant, notre vie est un petit peu, il n'y a plus la structure qu'on pouvait peut-être avoir avant. Et c'est ça, il faut dédramatiser, il faut se dire, c'est pas parce que voilà, je mange pas au top pendant tant de temps que ça y est, rien ne va plus. Ok, tant qu'on en a conscience, je pense que c'est le principal. Et puis après, c'est ça, c'est essayer d'ajuster et peut-être d'apporter toujours des petites rectifications au fur et à mesure, mais surtout pas se blâmer, ouais, se blâmer Oui. voilà, se dire, bon, bah voilà, c'est foutu. Non, rien n'est foutu et on peut Oui. toujours voilà, apporter des Ouais, petits. c'est ce que je me dis. Je me dis, bah, c'est pas grave. Là, j'ai pas eu le temps. Comme les semaines où ils sont tous les deux malades, bah, Ouais. franchement, des fois, mes mails, ils sautent. Et puis, ben, cette semaine-là, on va manger un peu plus de pâte au beurre. Et puis, moi, ce que je fais souvent, c'est que si j'ai pas le temps de faire des légumes et tout, il y a toujours des fruits à la maison. Ouais. Donc, je me dis, ils ont au moins des fruits. Bon, bah, ils ont Ouais. moins mangé de légumes cette semaine. C'est pas grave. Ils ont mangé des bananes. Moi, je vais partager aussi ma petite expérience. Donc, ouais, moi, c'est pareil avec deux enfants en bas âge. Alors, moi, ça y est, elles commencent à être un petit peu plus grandes. Je sors un peu du tunnel. Elles ont 5 et 3 ans. Donc, je suis plus vraiment dans le petit bébé. Donc, ça, clairement, déjà, je ressens une différence, mais énorme par rapport à il y a encore un an. Je trouve que quand Ouais. le dernier a 3 ans, il y a beaucoup de choses qui changent quand tu prépares les... Là, c'est un petit peu la note positive pour toutes les mamans qui sont un peu en galère en ce moment. Ça va bientôt arriver, normalement. Je sais que ouais, quand ils ont 3 ans, en fait, ils commencent à jouer tout seuls, à s'occuper. Et donc, en fait, on peut préparer à manger un petit peu plus tranquillement et pas obligatoirement avoir son bébé dans les bras. Et voilà, donc déjà, on a un petit peu plus de dispo pour ça. Et moi, ce que je fais, c'est que je prépare pas forcément à chaque fois vraiment des plats complets. Je fais du batch cooking, vraiment, je fais le dimanche après-midi, je fais cuire une grosse quantité de riz complet. Je cuisine 6 œufs durs. Je me coupe, je fais des légumes rôtis, des choses comme ça. Hop, je mets ça dans mon frigo. Et puis après, les 3 prochains jours, on vient piocher en fait dans ces préparations et concocter un petit repas en fonction voilà, des envies de chacun. Et ça marche Tu plutôt parlais des bien. restes, tu parlais des restes tout à l'heure, Pauline, et c'est vrai que moi, j'ai toujours un soir où il y a rien. Et là, c'était ce soir, par exemple. Ou alors, je marque genre une viande et un légume ou une légumineuse et un légume vert, un truc comme ça. Et en fait, comme je fais pas mal de féculents et parfois c'est ça surtout qui reste, et ben ce soir-là, j'ai fait. Donc ce soir, on a mangé de la viande, il y avait du veau, j'ai fait des carottes et des champignons. Et en fait, mes restes, c'était les pâtes et le riz. Donc j'ai tout fait Ouais. mélanger dans une popote. Et ça nous a fait un truc que les enfants ont adoré en plus. Et, et en fait, ça a été quand même assez rapide parce que j'avais pas de cuisson de féculents à rajouter. Ouais. Et comme ça, il n'y a pas de gâchis non plus. Des fois, Et tout à j'enlève les féculents et je les rajoute avec mes restes, en gros. Ouais. Et tout à l'heure, Ludie, tu parlais des œufs. C'est vrai que les œufs durs, ce qui est super, c'est que si on n'enlève pas la coquille, on peut les garder jusqu'à 6 jours une fois qu'ils Ouais. sont cuits au réfrigérateur. Donc c'est vrai que ça, c'est top en termes d'organisation d'en avoir toujours une boîte de 6 déjà cuite parce que c'est quelque chose qui peut très vite, il n'y a plus qu'à les caler, à le découper, à le mettre dans une préparation. Donc, c'est quelque chose qui peut aussi permettre de gagner du temps. Ouais, c'est ça. Et moi, je trouve qu'aussi pour moi, quand je disais, j'ai souvent faim entre les repas parce que je prends des petites portions. Avoir par exemple des œufs comme ça déjà prêts, quand tu as faim, au lieu d'aller te prendre un gâteau ou quoi, tu te prends un œuf.
tu as un apport de Ouais. protéines et c'est super, super intéressant. Donc, et voilà, ça t'empêche d'aller grignoter. Ouais, tout à Et fait. moi, j'ai une technique, j'ai un conseil que j'ai appris ce week-end d'une autre maman. Je ne l'ai pas encore mis en place, mais j'ai trouvé ça génial. Elle, en fait, ce qu'elle fait, c'est elle a des thématiques par jour. Donc, en fait, tous les lundis, c'est, on va dire, soirée soupe. Tous les mardis, c'est Ok. soirée pâtes. Tous les mercredis, soirée pizza, je sais pas quoi. Et en fait, du coup, bah, même les enfants qui sont là, maman, on mange quoi ce soir? Eux, au fur et à mesure, maintenant, ils savent. C'est bon, on est lundi, ok, ce soir, c'est une soupe et je sais pas quoi. Ouais. Toi, tu es là, tu te dis, bon, bah, ok, c'est soupe. Et donc, tu as juste ton choix entre, je sais pas, tes 3, 4 soupes. Et donc, Oui, tes pareil, déclinaisons. en termes de charge mentale, tu n'as plus à te dire, attends, regarde, j'ai mon gros carnet de recettes, qu'est-ce que je pioche là-dedans? Et je trouve ça génial. Ouais, c'est clair. Ouais. Nous, c'est le mercredi pas midi, c'est le jour des pâtes. J'aime pas trop parce que bah, si c'est un jour où t'as pas du tout envie de manger de soupe, C'est vrai, ouais. tu vois, c'est Voilà. trop. Il n'y a pas de Moi, spontanéité. j'aime bien, voilà, j'aime bien quand même varier et même, tu vois, c'est ce que j'aime bien dans mes petits menus, c'est que des fois je switch, vu qu'on fait les courses. Bon, après, on congèle ce qui doit être congelé, mais il y a des soirs où, par exemple, j'avais prévu pour le jeudi soir un truc que j'ai pas du tout envie de manger. Ben, je peux faire des petits switches et me faire un peu plaisir aussi parce que, bon, moi, j'aime tellement manger que ça me fait du bien, quoi. Fait du bien au moral. Alors, si c'est un soir où j'ai pas envie de soupe et que c'est le soir de la soupe, je suis pas. Ouais, je suis d'accord. Après, il Moi, y a j'ai des pas familles à encore qui ça va testé. convenir, hein, mais J'ai pas encore testé, donc c'est vrai que ouais, c'est un peu comme ça. Mais je trouve que pour les gens qui sont bien carrés, qui aiment bien les choses bien organisées, Ouais. je pense que pour certaines, ça peut aller. Pour d'autres, ouais, comme oui, oui, toi, Ouais. ça dépend des familles. ouais, Vraiment, ouais, ouais. Ça, Ouais. c'est pour ça, c'est con. Mais c'est dans le mode de fonctionnement, il y a certaines personnes qui vont pouvoir, par exemple, manger le même repas le soir et le lendemain midi. Pour d'autres personnes, manger 2 repas d'affilée le même repas, c'est difficile. Donc Mhm. moi, souvent, ce que je fais, c'est qu'en fait, si par exemple, le dimanche soir, j'ai préparé un repas, je vais pas le manger le lundi midi, je vais le manger le mardi. Comme ça, en fait, finalement, ça permet d'intervertir les plats. Bon, je vais quand même manger 2 fois le même plat dans la semaine, mais j'aurai pas la sensation de l'avoir mangé 2 fois d'affilée. ouais. Ouais, je fais ça aussi, moi. Mais c'est tellement chouette après quand tu as réussi à te trouver alors l'organisation qui te convient évidemment, mais tu sais, de plus avoir ce truc d'ouvrir ton frigidaire et te dire qu'est-ce qu'on Qu'est-ce mange? qu'on mange? Parce que nous, avec Romain, parfois ça durait une demi-heure et ni l'un ni l'autre n'avait envie en fait de s'y mettre parce que je lui disais, en fait, je regardais le frigidaire bêtement, je disais, bon, je sais pas quoi manger là, je sais pas quoi faire, je refais un mets. Puis je disais, bah, fais-le, parce que là, j'ai pas envie. Et pareil, et ça finissait, bah, on commande. Puis voilà. Donc, Je te comprends. Moi, tu vois, je trouve que la cuisine, je suis quelqu'un qui adore cuisiner, mais la cuisine, si j'ai une charge mentale qui est trop importante, j'en perds de ma créativité et ça s'exprime aussi sur la cuisine. Il peut y avoir des moments où, en fait, j'ai pas d'idée. Et moi, c'est vrai que cette question, quand je rentre à la maison et que j'ai les 3 garçons qui viennent me voir, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Il y a des soirs, c'est ben, bonne question, je ne sais pas. Donc, le fait de prévoir, faites-moi à c'est vrai que ça manger m'aide. pour une fois. Faites-moi une surprise à moi. C'est ça. Et alors, qu'est-ce qu'on mange? Voyez-vous. Ouais, moi, je peux pas leur dire ça. Ils ont 4 et 19 mois, donc 4 ans et Ouais. pas possible. Pas encore, ça va vite venir. Un Euh, jour, ouais. on passe peut-être aux questions-réponses, Béné, que tu as reçues de Ouais. ta communauté. Oui. Alors, attends. Ouh, la merde, pardon. Que je les reprenne. Il y en avait plein d'intéressantes. Alors, la première, c'était comment éviter les fringales et justement des idées de repas sur le pouce mais sains. Ouais. Alors, pour éviter les fringales, fractionner l'alimentation, ça peut être intéressant. Veillez aussi à avoir des apports en protéines, alors protéines animales comme tout ce qui est viande, poisson ou œufs, comme disait Ludy tout à l'heure, ou même protéines végétales à travers les légumineuses et les féculents, ou même tout ce qui va être produits laitiers. D'en avoir régulièrement au cours de la journée, physiologiquement, pour digérer des protéines, il faut entre 3 et 4 heures.
Donc, si je mange des protéines régulièrement, je vais favoriser aussi le rassasiement entre mes prises alimentaires. Après, le fait aussi de ne pas supprimer les féculents. Parfois, par exemple, en post-grossesse, on a envie de retrouver la ligne. On peut se dire, bon, ben, je vais enlever les féculents, comme ça ira plus vite. Il faut pas oublier que les glucides, c'est vraiment le carburant de notre corps, le carburant favori de notre cerveau. Donc, les féculents, on en a quand même besoin. On a même un besoin minimal en glucides par jour. Si je supprime totalement les féculents, ça fait quand même partie des aliments qui apportent de l'énergie. Si, par exemple, comme disait Béné tout à l'heure, à table, j'ai mangé que des légumes, même avec un petit peu de viande, ben, peut-être que 1 heure ou 1 heure et demie après, je vais avoir de nouveau faim. Alors que si j'ai un repas composé de plusieurs éléments plutôt variés, ça va là aussi favoriser le rassasiement. Sur les snacks sains qu'on peut faire rapidement, moi c'est vrai que j'aime beaucoup les wraps parce que les wraps, il suffit de tartiner avec un petit peu de fromage frais, rajouter soit du blanc de poulet, on peut mettre aussi du tofu à l'intérieur, rajouter des crudités. Ça permet déjà d'avoir quelque chose qui finalement est pas trop riche en glucides, c'est pas très énergétique un wrap, mais qui apporte quand même des glucides, qui apportera aussi une source de protéines. Il suffit de l'associer avec des crudités ou même une soupe, là comme on est en hiver, pour faire quelque chose qui va être savoureux, qui va être riche en saveurs. Pas hésiter à rajouter des herbes, des échalotes, des épices. Ce qui est important aussi quand on mange, c'est vraiment cette multiplicité des saveurs en bouche. On se rend compte que quand on mange quelque chose qui est très savoureux, ça va naturellement en fait réguler la quantité que l'on mange. Ensuite, dans les choses qu'on peut faire aussi, les snacks sains sur le pouce, moi c'est vrai que les muffins anglais c'est quelque chose que j'aime bien parce que ça se fait griller, ça se passe au grille-pain rapidement. Je peux tartiner dessus, mettre par exemple un petit peu de fromage frais, mettre que ce soit par exemple des rillettes de thon, rajouter un petit peu de truite fumée ou mettre de la truite fumée à la place. Sur une salade composée, c'est quelque chose qui est très rapide à faire. Franchement, clairement, ça prend 5 minutes à faire montre en main et ça permet tout de suite d'avoir quelque chose qui est complet, qui va apporter à la fois des légumes, des protéines et des glucides et qui finalement prendra pas beaucoup de temps en préparation. Après, si c'est des choses qu'on a préparées aussi à l'avance, ben on peut aussi préparer un cake. Un cake, c'est complet, il y a de l'œuf à l'intérieur, on peut rajouter des olives, on peut rajouter des herbes, des poivrons, plein de choses qui vont permettre de donner du goût. Et ça aussi, juste avec un reste de poêlée de légumes ou autre, ça permet aussi de faire un repas rapide. Après, moi, j'ai toujours aussi des haricots verts déjà cuits dans mon frigo. Et j'adore me faire des petites salades aussi rapides d'haricots verts. Je rajoute un peu de feta, un peu de thon avec un morceau de pain. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien parce que c'est tout de suite savoureux et ça me demande pas beaucoup de préparation. Moi, j'aime bien les toasts, parce que je vois les repas sur le pouce c'est sain, et des toasts avec du pain complet. Et on met Ouais, tout et n'importe quoi sur un toast, en fait. Ça va c'est super ça. vite. Par exemple, il suffit de fromage, ce que j'aime bien faire, moi, c'est un peu de fromage frais, avocat et 2 œufs. Et voilà, je Ouais. mange mon toast. Ou un peu de fromage râpé, de la tomate et du chèvre avec du miel, quoi. Et en fait, ça va super vite à faire. C'est hyper bon. Et à la limite, on rajoute une petite salade verte à côté. Et puis ça, ouais, ça se fait entre 5 et 10 minutes. Voilà, vraiment un toast un Ouais. peu. Et puis même visuellement, c'est plein de couleurs. Donc manger quelque chose qui est très coloré, tout de suite, ça va attirer l'œil et on se nourrit aussi avec les autres sens, pas simplement avec le goût. Et c'est vrai que le fait d'avoir aussi une assiette colorée, ça va influer sur la perception du rassasiement. Mais c'est vrai que je suis en train de me dire qu'on n'y pense pas toujours, en fait. Et je pense que ce que tu disais tout à l'heure, l'idée d'avoir un carnet de recettes, justement, on pourrait faire une section sans forcément vraiment tout détailler, mais vous faites une section repas sur le pouce, tac, 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 Mm. des petits tirets, vous en avez une dizaine, et puis quand vous savez pas quoi faire à manger, hop, moi j'ai ça dans mon téléphone, hein, donc ça peut être très très simple, pas la peine de faire tout un lutin, machin. Sauf si vous êtes créative et que vous avez envie d'un superbe carnet de recettes, mais juste les noter quelque part, comme ça, quand vous ouvrez votre note sur votre téléphone,
ben hop, il y a toast, machin, j'ai quoi dans mon frigidaire, vas-y, c'est bon, hop, je le fais et un quart d'heure après, on n'en Ouais. parle plus, quoi. Bref, j'ai d'autres questions. Donc, j'avais comment vaincre la flemme de faire à manger. Vaincre la flemme de faire à manger. Ben, on en revient un petit peu sur ce conseil des petits pas. Souvent, en fait, quand on a la flemme de faire à manger, c'est que quand on se projette dans l'idée de faire à manger, on se dit que tout ce qu'on a à faire, en fait, ça va être super long, du coup, pas l'énergie. Alors que si finalement on se dit, OK, aujourd'hui j'ai la flemme, je vais partir plutôt peut-être sur des préparations qui sont déjà faites, qu'il n'y a plus qu'à réchauffer, et je vais peut-être juste rajouter des petites touches. Tu vois, tu parlais par exemple tout à l'heure des pâtes au beurre. Les pâtes au beurre, c'est vrai qu'en termes de temps, c'est quelque chose qui peut se faire. Tu mets ton eau à bouillir, tu mets tes pâtes dedans, qu'il n'y a pas besoin de trop de surveillance. Ben, à côté, tu peux très bien ajouter des petites carottes. Tu pelles juste ta carotte, tu la coupes en petits bâtonnets. En plus, ça, les enfants, ils aiment bien venir un petit peu piquer et manger avec leurs doigts. Et peut-être ajouter deux tranches de jambon. Ça va faire finalement un repas complet qui, en termes de préparation, aura juste nécessité de peler les carottes et de faire cuire des pâtes. Mm. Donc, c'est toujours cette idée de vraiment petit pas par petit pas. C'est aujourd'hui, j'ai la flemme. OK, quelle est finalement la plus petite chose que je suis capable de faire ce soir pour préparer mon repas? Et parfois, ça va peut-être être juste faire réchauffer une poêlée de légumes surgelés et d'ouvrir une boîte de thon parce qu'aujourd'hui, on n'a vraiment pas envie de cuisiner. Pour moi, c'est OK, par exemple, de faire un repas qu'avec des pâtes. Mais tu vois, je fais attention à ce que, par exemple, les pâtes soient soit des pâtes complètes ou des pâtes à base de lentilles. Et je vais pas acheter des pâtes blanches à la farine blanche qui n'ont pas trop d'intérêt nutritionnel. Pareil pour mon riz. Tu vois, j'essaie de prendre du riz complet, des choses comme ça. Donc, c'est sans vraiment changer vraiment tu vois, ses habitudes. Juste essayer de prendre l'aliment le plus intéressant nutritionnellement. C'est déjà des petits pas que vous pouvez effectuer au quotidien. Ouais. Et même par rapport aux aliments complets, c'est vrai que tout le monde n'est pas habitué à manger des aliments complets. Donc parfois, passer d'une pâte blanche à une pâte complète, ça peut nécessiter un temps d'adaptation. Pensez aussi, maintenant, on trouve les aliments semi-complets. Une pâte semi-complète, elle est quand même beaucoup plus riche en fibres. Et par contre, en termes de saveur, franchement, si on ne prévient pas la famille qu'on est passé du classique au semi-complet, ça se sent pas en termes de dégustation. Donc, pas hésiter aussi à y aller par étapes. Hésiter. Ah bon? Ah non, mais là, tu parles à quelqu'un chez qui les pâtes, c'est une religion. Donc, D'accord. moi, je sers du semi-complet. Bon, mes enfants, peut-être pas. Mais par exemple, je sais pas, mes parents, mais ils vont me regarder, ils vont me dire, t'es sérieuse là? Heureusement, tu ne vis plus avec tes parents. Non, mais maintenant, Romain, c'est habitué, hein. Et ben, quand elles sont pas trop bien cuites, pas al dente, machin, monsieur râle. Donc, non, il a pris le pli. Il a pris le pied. Alors, comment concilier rééquilibrage et allaitement? Ben, tout va dépendre en fait de l'impact de l'allaitement déjà sur la faim. Toutes les femmes qui allaitent n'auront pas la même faim en allaitant. Pour certaines, ça va leur augmenter l'appétit. Pour d'autres, moi je sais que j'ai certaines mamans que j'accompagne qui finalement se sentent fatiguées et où la fatigue a plutôt tendance à leur couper l'appétit. Donc déjà, ça va dépendre un petit peu de quelles sont les perceptions de faim liées à l'allaitement. Après, ce qui peut être intéressant, du coup, c'est de vraiment adapter le contenu des repas à la faim réelle. Comme le disait Ludie, si c'est quelqu'un qui va pas avoir faim, ne pas hésiter à faire des petits apports réguliers parce que l'allaitement demande quand même de l'énergie. Donc, à faire des petits apports réguliers tout au long de la journée. Et ça peut se faire effectivement sous forme de petites collations plutôt que d'avoir vraiment de gros repas. Après, il faut voir aussi, en termes d'organisation, parfois, les premiers temps de l'allaitement avec bébé, on vit vraiment au rythme du bébé. Et c'est vrai que moi, ce qui ressort dans les femmes que j'accompagne au quotidien, c'est que, il n'y a pas de règle. C'est que pour certaines, elles vont réussir à maintenir un rythme. Pour d'autres, ça va être un petit peu, quand bébé dort ou quand bébé est un petit peu plus calme, qu'elles vont pouvoir manger. D'autres qui mangent avec le porte-bébé sur elle parce que bébé a vraiment besoin de ce contact. Donc, disons qu'il ne va pas vraiment y avoir de règles. Le fractionnement, ça peut aider. Adapter à l'appétit et après vraiment faire au feeling en sachant qu'effectivement, d'un mois à l'autre, selon l'évolution de bébé, ça peut aussi changer. Donc là, ça va vraiment être plutôt du cas par cas qu'on va voir en fonction de l'organisation de chaque maman et de l'équilibre qu'elle trouve en fait dans leur nouvelle vie de maman.
Moi, je me souviens que j'avais plus faim, mais surtout très, très envie de manger sucré. Ouais. Ce serait quoi, pour toi, des bons snacks sucrés, en fait? Ouais. Alors dans les snacks sucrés, ça va dépendre en fait de l'intensité là aussi de la faim. Il y a des barres de céréales qui sont plutôt bien, qui sont plutôt bien équilibrées pour les mamans. Il peut y avoir aussi tout ce qui est Energy Ball, où on va mixer par exemple un fruit sec comme de l'abricot sec ou même certaines avec de la date. Souvent, on peut rajouter une matière grasse comme de la purée de cacahuètes ou de la purée d'amandes. Pour certaines, on peut même rajouter un petit peu de flocons d'avoine à l'intérieur. Donc ça va donner sur des petits volumes des apports quand même d'énergie assez concentrés qui peuvent permettre et aider à fractionner justement cette alimentation. Après, généralement, le fruit seul, ça peut ne pas être très rassasiant pour tout le monde. Donc déjà, le fait d'associer le fruit avec un laitage, avec un œuf ou avec une poignée d'amandes, ça peut rendre l'encas plus consistant. Et si vraiment on a une très grande faim, pas hésiter à associer par exemple un fruit, des amandes avec un yaourt ou du fromage blanc, sachant que le fromage blanc est quand même plus protéiné, donc plus rassasiant, ou même d'en rajouter un élément céréalier, faire vraiment un bol de fromage blanc dans lequel on va mettre des muesli, on peut rajouter des fruits, rajouter un petit peu de graines, d'oléagineux pour vraiment faire quelque chose de complet. Maintenant que tu en parles, il y avait des bars que j'aimais bien. Et puis les bowls aussi, c'était Funky Veggie, je crois, qu'en fait des Ouais, très très bons. Parce que il y a aussi le problème du sucre raffiné, que tu as envie oui. en fait d'aller vers des cookies ou des gâteaux industriels et que tu essaies de... Moi, je me suis battue contre ça parce que j'ai eu une candidose et il a fallu que Que j'arrête tu arrêtes de le manger sucre. sucré. Ouais. Et du coup, en allaitant, alors que j'en avais très très envie, et j'ai dû me trouver plein de petits snacks, mais je trouve que c'est quand même assez compliqué. Donc, je pense que si on craque, c'est pas trop grave non plus. Enfin, faut pas se. Ouais. Ouais, il y a des recettes qui existent. En plus, maintenant, on trouve pas mal de recettes, même de barres de céréales maison, qui sont franchement très rapides à faire. On portionne les barres et ensuite, elles se conservent assez longtemps. Et après aussi, par rapport à ce que tu dis, par rapport à ces envies sucrées, parfois ces envies sucrées elles peuvent être aussi liées alors soit des sensibilités au niveau des variations du taux de sucre dans le sang, des sensibilités des variations de glycémie finalement. Et l'ennui, c'est qu'on va avoir très envie de manger quelque chose de sucré qui va réaugmenter la glycémie, sauf que le fait de manger quelque chose de très sucré d'un coup, la glycémie monte en flèche. Et du coup, quand le pancréas produit de l'insuline, elle redescend en flèche, et ce qui recrée une fringale en fait juste derrière. Donc, même quand on a une envie sucrée, le fait de venir l'associer avec soit une source de protéines comme un produit laitier, soit une source de matière grasse comme des oléagineux par exemple, ça va permettre de freiner l'élévation du taux de sucre dans le sang et du coup de se sentir aussi rassasié pendant plus longtemps. Moi, Bien, un madame. snack que j'ai mangé pendant toutes mes grossesses et quand j'allaitais, c'était pain complet avec de la purée d'amande et du sirop d'érable au-dessus, un petit peu. Et ça, en fait, c'est trop bon parce que ça te calme. Tu as les graisses, tu as Ouais. le petit goût, le petit côté sucré. Et franchement, après, tu es tranquille. Et tu as, Ouais. ton petit fixe gourmand parce que enfin, quand on aime le beurre d'amande, c'est vraiment délicieux. Moi, c'était la purée de noisette, mon truc. Ouais, Je délicieux. mettais ça sur de la banane avec des copeaux de chocolat Voilà. 100%, en Tu fais un fait. petit remix Nutella healthy un peu, en fait. Ouais, non, mais c'est ça en fait. Parce que j'en avais vraiment envie, donc j'avais fait chocolat noir 100%, copeaux de coco, banane et alors, des tartines de purée de noisettes. Bah, c'était très bon mon truc. Et Ouais. ça ressemblait, je retrouvais un peu ce goût très sucré en fait, tout en étant sain. Surtout quand on est habitué à manger sucré et tout, je trouve que c'est le plus difficile. Et qu'on n'aime pas les Oui. snacks salés. Moi, ça va, j'aime bien. Donc, je faisais aussi beaucoup de carottes avec du fromage frais. J'accélère juste un peu parce que ça fait déjà Oui, une oui, heure. oui. Il y avait une question du coup, Béné, qu'on t'a posée, c'est comment petit Que déjeuner manger correctement oui, pardon. dans le rush du matin? Là, plusieurs solutions. Déjà, trouver le moment le plus propice pour déjeuner. Pour certains, moi, je sais que personnellement, je préfère me lever une demi-heure avant tout le monde le matin
pour vraiment avoir le temps de me poser, de prendre mon moment à moi et de pouvoir déjeuner au calme. Ou alors, il y a certains matins où je vais commencer plus tard, j'amène ma fille à l'école et je vais finalement déjeuner après le rush. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est finalement qu'est-ce qui va être pratique de manger à ce moment-là de la journée. Alors, effectivement, ça peut être intéressant d'avoir une source de protéines le matin, mais comme le disait Bénédicte, tout le monde ne peut pas manger des œufs, du jambon au petit déjeuner. Après, il faut penser aussi à l'œuf qui peut se préparer à la fois en version sucrée ou en version salée. Par exemple, un bowl cake, un porridge, c'est des choses qui peuvent même qui se prépare assez rapidement. Le porridge, on peut le préparer par exemple même la veille et juste à le faire réchauffer le matin ou même carrément le manger froid. Le bowl cake, c'est quelque chose qui se fait assez rapidement, qui contient de l'œuf, mais qui a vraiment cette version sucrée. Ou alors après, il y a les pancakes aussi qui peuvent se manger assez facilement, qui peuvent même se congeler si on en fait en grosse quantité. Bon, moi personnellement, j'ai jamais réussi à les congeler parce que tout le monde les mange avant, mais je sais que ça peut se congeler et que ça se congèle plutôt bien. Et après, soit on les sort la veille, on les laisse se remettre à température au réfrigérateur, ou soit si on a oublié de les sortir, on peut toujours les passer au grille-pain le matin même pour les remettre à température. Donc ça peut permettre d'avoir des repas qui seront peut-être un peu plus rapides. Et l'idéal quand même, c'est de trouver le moment propice pour l'ingérer parce qu'effectivement, s'occuper, d'aider les enfants à se préparer, manger un bout en même temps, bah, c'est peut-être pas un moment finalement que l'on s'accorde et c'est peut-être pas un moment auquel on va vraiment profiter pleinement. Donc peut-être que parfois, il vaudra mieux décaler finalement ce petit déjeuner à un moment donné qui sera le plus propice pour pouvoir en profiter pleinement. Pour les œufs qu'on peut cuisiner en mode sucré, moi j'ai une super Oui, recette. Omelette sucrée, c'est trop simple à faire. On mélange 2 œufs, on les fait cuire, on met dessus des petites pépites de chocolat qu'on fait fondre. Pareil, sirop d'érable. On peut rajouter de la banane au-dessus et c'est un délice. Vous avez de toute manière, les filles sur le studio, hein, il y a pas mal de recettes qui sont publiées. Donc, tout ce type de plats, de recettes, vous les retrouverez. Fut un temps, avant d'avoir un deuxième enfant, je faisais 2 pâtisseries le week-end. En fait, ça nous faisait tous nos petits déjeuners de la semaine. Donc, je contrôlais le sucre qu'il y avait dedans. Donc, j'en mettais vraiment ouais. très peu. Mais même, je faisais un gâteau au chocolat très peu sucré et des fois un marbré ou des trucs comme ça. Et en fait, c'était sucré. Mais donc, il y avait un petit peu le goût sucré, mais il y avait œufs, farine, tout ça dedans. Et ça plaisait à toute la famille. L'avantage des gâteaux maison, c'est on peut finalement maîtriser la quantité de sucre qu'on met dedans. Moi, souvent, le repère que je donne, c'est qu'en fait, compter à peu près une portion maximale de 10 grammes de sucre en fonction du nombre de parts pour lequel on fait le gâteau. Et là, on se retrouve sur des préparations qui sont généralement pas trop sucrées. Et même pour les enfants, c'est super parce que finalement, ça les habitue pas à avoir une saveur trop sucrée en bouche parce qu'on sait que finalement, plus on mange sucré, tous les 10 jours, nos papilles gustatives se renouvellent. Et plus je vais manger sucré, et plus finalement ma sensibilité au sucre va baisser. Donc, je vais avoir besoin de manger de plus en plus sucré. Alors que si finalement j'habitue mes papilles à des saveurs sucrées assez fines, je vais être je vais beaucoup plus détecter en fait le sucre dans les différents aliments que je vais manger. Et même par exemple, il y a certaines personnes qui ont une telle sensibilité qui vont dans un yaourt nature, sentir un petit goût sucré finalement, parce qu'effectivement, il y a un tout petit peu de lactose dans le yaourt. On dirait que c'est des bonnes habitudes à donner à nos enfants. Comment arrêter de finir les restes de toute la famille? Bon, ça, je pense que en tant que maman, c'est quelque chose qu'on a toutes fait au moins une fois. Donc, l'idée, c'est surtout de te dire finalement, qu'est-ce qui fait que je finis les restes? Est-ce que c'est parce que je me dis, bon, il reste 3 pâtes dans l'assiette, je vais pas jeter ça? Est-ce que c'est que finalement, je me dis, bon, je vais pas aller conserver juste 3 pâtes dans le réfrigérateur? Est-ce que c'est parfois aussi un automatisme? Donc, l'idée, c'est vraiment de venir s'interroger, quelle est la raison pour laquelle j'ai choisi de finir les restes? Donc, plusieurs solutions. On peut ajuster les portions servies, peut-être servir en plus petite quantité, quitte à resservir, par exemple, les membres de la famille si quelqu'un en veut un petit peu plus. On peut conserver les restes au réfrigérateur, même si c'est quelques pâtes. Je sais que, par exemple, quand on a des enfants en bas âge, moi, ma fille, il y a des moments, en fait, où je vais lui faire une assiette où, effectivement, il y avait 3 pâtes qu'elle a laissées la veille. Je vais lui rajouter un petit peu de riz. Je vais lui faire un assortiment, finalement, de différents féculents en plus de ses légumes. Et elle, au contraire, elle est super contente parce que ça lui permet de goûter à différentes saveurs.
Donc, on peut conserver les restes au réfrigérateur et ensuite prévoir, comme on le disait tout à l'heure, ce repas où on finit les restes dans la semaine. Donc, en fait, toute la stratégie va vraiment dépendre de qu'est-ce qui nous pousse finalement à finir les restes de notre famille. Je sais pas si toi, Ludie, t'es amenée à finir les restes. Alors, ouais, en fait, moi, j'ai deux problématiques. J'ai la problématique les soirs où je fais manger les filles avant et je mange avec Arnaud après. Bah là, quand elle mange, tu vois, genre, je pique un peu, enfin, je pique dans la poêle les trucs parce que j'ai déjà super faim et j'arrive pas à attendre le moment de mon repas. Donc, il y a ça. Et puis après, ouais, quand je vois qu'elles finissent pas leur assiette, pareil, bah, t'es là, tu pioches et puis tu arrives à ton repas et t'as plus trop faim ou toi, t'as pas ce feeling, comme tu disais, où tu t'es posé, tu as eu ton repas bien calé et voilà. Donc, moi, c'est un peu ma problématique. Ouais. Après, moi, ce que je conseille souvent, justement, pour toutes les mamans qui ont déjà faim quand leurs enfants mangent, c'est peut-être de prendre une collation avant de servir le repas pour être plus confortable finalement, elles, sur ce temps de repas parce que parfois, dans nos vies assez remplies, on va être amené à manger plutôt après les enfants quand tout le monde est couché, qu'on a vraiment plus un temps calme. Et parfois, selon l'horaire, c'est peut-être un peu tard par rapport à notre propre rythme biologique. Donc, prendre une petite collation, même si c'est 1 heure avant le repas, par exemple, typiquement un fruit, même si on le mange 1 heure avant le repas, ça ne va pas impacter la fin du repas suivant, simplement parce qu'un fruit, en 30 minutes, on l'aura digéré. Donc, ça peut être une stratégie aussi pour être plus confortable quand on sert le repas aux enfants et éviter de piocher un peu par faim. Ouais, bah écoute, je testerai le fruit. Il y a une question par rapport au jeûne intermittent. Que pensez-vous du jeûne intermittent le matin? Alors, le jeûne intermittent, à la base, le principe du jeûne intermittent, c'est de laisser le tube digestif au repos un peu plus longtemps pour favoriser le confort digestif. Pour certaines personnes, ça va être très fonctionnel. Moi, j'ai plein de patientes que j'accompagne dans cette démarche-là parce qu'elles ressentent vraiment des bénéfices au niveau digestif. Pour d'autres personnes, il y a des gens qui typiquement n'ont pas faim le matin. Donc, quelqu'un qui n'a pas faim le matin, il n'y a aucune raison de se forcer, notamment si la personne est confortable jusqu'au repas de midi dans ses ressentis physiques. Donc, l'idée du jeûne intermittent, pourquoi pas? Vraiment adapter un petit peu au cas par cas et surtout, toujours dans cette idée de rester flexible, ce qu'il ne faut pas, c'est se dire, je veux absolument, même si par exemple j'ai un bénéfice digestif à faire le jeûne intermittent, il faut quand même rester flexible sur les horaires. Si j'ai décidé de faire le jeûne intermittent et qu'un matin je me lève, j'ai faim, peut-être qu'il est plus intéressant pour moi de manger ce jour-là et de ne pas vouloir absolument rester dans mon jeûne intermittent et ça va se réguler sur les jours suivants. Pareil, si dans la matinée, par exemple, parce que souvent, ce qu'on préconise dans le jeûne intermittent, c'est d'avoir un jeûne de 16 heures, en fait, entre le repas du soir et le repas du lendemain midi. Si un jour, au bout de 14 heures, j'ai faim, autant manger. C'est pas parce que le jeûne, à partir du moment où on est à plus de 12 heures, de toute manière, on est déjà dans cette phase de jeûne. Donc, que le jeûne dure 12, 13 ou 16 heures, ça va pas changer énormément de choses. Donc, l'idée, c'est quand même, malgré ce jeûne intermittent, de rester flexible au niveau des horaires et de vraiment écouter notre corps pour savoir à quel moment remanger. Ouais. Et si tu peux spécifier peut-être le jeûne intermittent, qu'est-ce que tu penses du jeûne intermittent pendant la grossesse et en période postnatale? En fait, ça dépend toujours quelle va être la motivation à faire un jeûne intermittent. Pendant la grossesse, à partir du moment où la durée pendant laquelle on mange permet d'avoir une alimentation suffisamment variée et suffisamment énergétique, on peut totalement maintenir le jeûne intermittent pendant la grossesse. En postnatal, j'ai déjà eu des patientes qui voulaient tester le jeûne intermittent, mais pas dans un objectif de se sentir mieux ou parce qu'elles n'avaient pas faim le matin, mais plutôt dans un objectif d'amincissement. Là, attention, le jeûne intermittent, oui, ça a des bénéfices, mais l'objectif recherché, c'est vraiment pas l'amincissement. D'autant plus que plus je vais passer de temps à jeun, alors quand on est à jeun, on ne va pas ressentir la sensation de faim simplement parce qu'on va aller puiser de l'énergie dans nos muscles et dans le tissu adipeux qui vont produire des corps cétoniques et ces corps cétoniques viennent inhiber la faim. Donc tant qu'on est à jeun, on n'a pas faim. Mais par contre, si je me l'impose comme une règle pour contrôler mon poids, il est possible qu'au moment où je casse le jeûne et pendant la période où je m'autorise à manger, j'ai tendance au contraire à compenser en mangeant davantage.
Donc, disons que le jeûne intermittent, oui, s'il y a vraiment un objectif d'être à l'écoute de son corps et pourquoi pas d'expérimenter de nouvelles choses, mais disons qu'il ne faut pas en faire une règle stricte et encore moins une règle pour contrôler le poids. Daniela qui parle de grignotage et qui demande ce qu'on pense des snacks Jolie Mama. Moi, je valide carrément. Je trouve ça super Moi bon. aussi. Et ça a été vraiment réfléchi pour la femme enceinte et pour la jeune maman. Donc, c'est vraiment. Il y en Ouais, a- c'est ça. Et puis en termes de compos, les compos sont vraiment top. Typiquement, c'était le genre de bar, c'est bon, mais ça ne m'apportait pas tu vois, la satisfaction du sucré. Il y avait celle à la vanille qui était à peu près, ça avait un petit goût sucré et tout, mais c'était pas suffisant, tu vois, pour mon Ouais. cerveau. C'était pas assez gourmand. Et- Non, c'était vraiment ce goût sucré Ouais. qui m'appelait, quoi. J'avais envie juste d'un énorme cookie ou d'un truc avec de la pâte à tartiner, tu vois, enfin, un vrai truc bien, bien fat et sucré. Et ça, j'étais là, à la fin, je finissais là-bas, j'étais là, bon, bah, en fait, ouais, non, j'ai encore envie. Quand on a une envie de manger, souvent on a une envie de manger qui est spécifique. Si par exemple, comme tu dis, tu as envie de manger un cookies, l'idée c'est d'aller manger ton cookies parce que plus tu vas essayer de manger d'autres aliments pour essayer un peu de remplacer le cookies, et comme finalement tu ne vas pas apporter à ton corps ce dont il a réellement envie, ben peut-être que tu vas accumuler plusieurs snacks sans te sentir pleinement satisfaite, alors que si tu avais mangé directement un cookies, alors peut-être que tu aurais eu envie d'en manger un ou deux, mais naturellement, ça régulerait davantage la quantité que tu manges parce que tu vas avoir un plaisir maximal beaucoup plus tôt. Hmm. Bah, en temps normal, je fais ça, hein. C'est juste que là, j'avais pas le droit de manger du sucre. Alors, je pense qu'en plus, le Oui, fait de ne pas avoir le droit, c'était encore c'est pire. ça. C'est souvent se dire j'ai pas le droit. Notre cerveau, il perçoit pas trop la négation. Plus je me dis je ne dois pas manger de sucre, et plus mon cerveau il pense sucre, sucre, sucre. Ouais, donc faut pas trop se frustrer. Ouais, c'est ça. Il faut trouver l'alternative du cookie, pas trop hardcore, quoi. Faut le cookie healthy, quoi. Cookie flocon Mhm. d'avoine, toujours un peu gourmand, mais pas le gros cookie bien fat, comme tu dis. Ouais, après j'avais trouvé des trucs avec des farines différentes en fait, parce que ça aussi on n'y pense pas souvent, mais tout ce qui est farine de coco, etc., Ouais, farine poudre d'amande, je faisais des ouais. gâteaux avec ça et je mettais encore des pépites de chocolat noir. Alors bon, ça restait du chocolat, c'était peut-être 60%, un truc comme ça, donc c'était pas, il y avait un petit peu de sucre, mais tellement moins que en fait, avec ça, j'avais finalement réussi à me trouver des substituts, mais il fallait que je cuisine par contre. Comment gérer les différents goûts de la famille? Alors, moi, ce que je conseille pour les différents goûts de la famille, c'est ce que nous, en plus, on a expérimenté à la maison, c'est en fait de se faire une liste. Alors, moi, j'ai fait la liste avec les fruits et légumes parce que dans ma famille, en tout cas, c'est plutôt sur les fruits et légumes que les préférences des uns et des autres euh, se, se manifestent le plus. Donc, en fait, moi, j'ai fait un espèce de petit tableau avec donc chaque membre de la famille, les aliments qu'ils aiment, ceux qui peuvent manger sans vomir et ceux qui ne peuvent vraiment pas manger. Parce qu'au bout d'un moment, j'avoue qu'entre mes deux garçons, j'ai toujours un doute de attends, c'est lui qui aime pas ça ou c'est lui qui aime pas ça. Et donc, en fait, ça, c'est une liste qu'on met à jour tous les 6 mois à peu près. Ce qui est super intéressant d'ailleurs avec les enfants, c'est qu'on se rend compte que, comme pour les adultes, les goûts évoluent en permanence et que peut-être un aliment qu'ils n'aimaient pas il y a 6 mois, bah là, finalement, maintenant, il est passé dans la case de je peux manger sans vomir. Et du coup, ça permet, bah, quand on prépare les repas, de pouvoir aller piocher dans les aliments que tout le monde aime, mais aussi parfois d'aller piocher dans ceux que les gens peuvent manger sans vomir pour progressivement aussi euh, entraîner finalement le goût. Moi, par exemple, à la base, j'aime pas les pois chiches, mais dès que je suis en présence de pois chiches, je m'oblige à au moins en goûter une petite partie. Et là, je me rends compte qu'au bout de plusieurs années, alors j'irai pas me faire une salade de pois chiches, mais par contre, j'apprécie de plus en plus de rencontrer ce goût de pois chiches dans les aliments que je mange. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir une vision globale des goûts de chaque membre de la famille et après, un petit peu de négocier pour, dans les repas, proposer régulièrement, aujourd'hui, toi, il y a quelque chose que tu aimes un petit peu moins, mais demain, ce sera l'aliment que tu aimes le plus. Je veux juste réagir parce que j'ai un de mes enfants qui a un trouble de l'oralité
Et c'est vrai que ça a été compliqué, ça, parce que à l'essieu, il y a certaines textures. euh, c'est carrément, il vomit. Si j'approche de Ouais, sa bouche, il y a les réflexes nauséeux tout de suite. ouais, Même tout de pas ne suite. le mettre dans la bouche, ça. Et Pas ça a possible. été un peu compliqué. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je séparais tout dans son assiette. Parce que dès que c'était un peu mélangé, tout ça, ça passait plus. Et donc, bah, j'essayais de réfléchir nos menus en fonction de ce que lui aimait. Et, euh, et des fois, je rajoutais, en fait, j'enlevais, par exemple, je sais pas moi, du riz avec des petits légumes. Bah, je faisais tout cuire de façon distincte C'est pas. et je Ouais. mélangeais après pour nous. Mais comme ça, Mm. lui, il avait sa petite assiette où tout était bien. Pareil, si je faisais un plat en sauce, les sauces pendant longtemps, par exemple, si les pâtes n'étaient pas blanches, il n'y mangeait pas. Donc, bah, en fait, je lui sortais les pâtes et ensuite je finissais mon plat. En fait, j'anticipais pour lui avant de terminer complètement de faire à manger, quoi. Ça peut permettre aussi, quand on a justement des enfants qui ont des âges différents, de pouvoir faire la même préparation pour tous les membres de la famille, simplement en arrêtant aux différentes étapes. Par exemple, quand on a un bébé qui est plutôt à l'âge de la diversification alimentaire, bah, si par exemple on a cuisiné des carottes, on va vraiment enlever les carottes une fois qu'elles sont cuites à la vapeur avant de les retravailler en fait pour les autres membres de la famille. Donc ça permet aussi d'éviter d'avoir une multiplicité de préparations et pour que ce soit plus simple aussi en termes d'organisation. Pauline, je te propose qu'on passe du coup à l'exercice de pleine conscience. Oui, alors je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Donc la pleine conscience, c'est finalement être en présence de ce qui se passe dans notre corps et dans notre tête à un moment précis. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est de déguster votre aliment préféré avec vos cinq sens. Donc on va vraiment prendre le temps de porter attention à nos cinq sens. Donc moi, je ne vais pas manger comme je vais vous guider. Avant de commencer cette expérience, je vous propose de prendre l'aliment que vous avez choisi et de le placer devant vous. Donc, s'il est emballé, enlevez l'emballage pour vraiment le placer devant vous, qu'il soit prêt à déguster. Et avant de commencer cette dégustation, on va simplement prendre le temps de se recentrer un petit peu sur notre corps. Tout simplement parce que si on est dans notre tête, on est un peu plus coupé finalement de nos ressentis corporels. Et sur cet exercice-là, l'idée, ça va être justement de pouvoir se connecter à nos ressentis corporels. Donc, je vous propose de vous installer confortablement sur votre chaise. Je vous invite à fermer les yeux et à prendre une grande inspiration. Donc, à inspirer et à expirer tranquillement. Et prenez simplement le temps, tandis que vos yeux sont fermés, de sentir les points de contact de vos pieds sur le sol, de sentir les points de contact de vos jambes, de votre bassin sur la chaise, de sentir le positionnement de votre dos, de votre colonne vertébrale, de vos épaules, de vos bras, de sentir le positionnement de votre tête et de prendre conscience de l'intégralité de votre corps installé sur cette chaise. Et tandis que vous gardez les yeux fermés, je vous propose de prendre dans votre main votre aliment préféré. Et je vais vous inviter à le découvrir avec la pulpe de vos doigts, de sentir sa forme, la texture de sa surface, d'appuyer dessus pour tester sa résistance, de sentir sa température, son poids et toutes les informations que vos doigts vous donnent sur cet aliment. Essayez de vous représenter mentalement cet aliment grâce à ce que vous découvrez avec la pulpe de vos doigts. Et lorsque c'est OK pour vous, je vous propose d'ouvrir les yeux et d'observer les informations que vous donnent vos yeux sur cet objet.
des informations plus précises sur la forme, sur la texture. Observez son aspect général, sa couleur. Vous pouvez même l'orienter vers la lumière et regarder à travers pour voir s'il est plutôt transparent, opaque. Et peut-être qu'à la lumière, d'ailleurs, vous distinguez des nuances de couleurs. Observez simplement ces nuances. Ensuite, je vous propose de le rapprocher de votre oreille et de presser dessus pour voir s'il émet un son. Tous les objets n'émettent pas de son. Donc, s'il émet un son, observez simplement comment vous pourriez décrire ce son. Est-ce que c'est plutôt un bruissement, un crépitement ou toute autre chose? Ensuite, je vous propose de le rapprocher de votre nez pour sentir son odeur. Peut-être une odeur fruitée, florale, boisée, épicée ou toute autre chose. Observez si cette odeur vous évoque un souvenir. Le souvenir d'un plat que vous avez mangé ou d'un moment partagé avec vos proches. Ensuite, je vous propose de croquer un bout de votre aliment préféré et de le disposer dans votre bouche, mais sans le croquer. Et de prendre le temps de le découvrir avec votre langue. De sentir sa texture, sa température, peut-être des saveurs déjà qui se libèrent. Et de sentir aussi la salive qui s'imprègne dans la bouche. Si vous sentez des saveurs, observez à quel endroit de la bouche vous les sentez. Est-ce que c'est plutôt sur la langue, sur les muqueuses, sur le palais? Et ensuite, vous pouvez le placer entre vos dents et commencer à le mâcher tout en sentant sa forme se modifier, en sentant la salive, l'imprégner, l'enrober, les différentes saveurs qui se libèrent dans votre bouche. Observez où est-ce que vous percevez ces saveurs et mâchez-le progressivement tout en sentant ce bol alimentaire se former sous la pression de vos dents. Et lorsque vous vous sentez prête, je vous propose de l'avaler en le suivant le plus longtemps possible dans la gorge, l'œsophage et jusqu'à votre estomac. Donc selon la taille de la bouchée, peut-être que vous ne pourrez pas le suivre jusqu'à l'estomac, mais observez simplement jusqu'à quel endroit vous percevez des sensations. Et ensuite, je vous propose de porter attention à vos pensées. Alors souvent, notre tête, elle nous dit qu'elle aime ou qu'elle n'aime pas, qu'elle en mangerait bien à notre petit bout, au contraire, qu'elle ne veut plus jamais en manger. Observez simplement avec curiosité les pensées qui arrivent à ce moment précis. Et lorsque c'est OK pour vous, Lydivine, Béné, vous pouvez faire un retour si vous le souhaitez. Bah écoute, moi j'ai dégusté du chocolat. Ouais. Et c'est vrai que moi c'est au niveau de l'odorat. Tu vois, c'est vrai que je ne sens jamais mon chocolat. Et en fait, ça sent tellement bon. Et tu vois, ça me donne vraiment envie de la prochaine fois que j'en déguste, de juste rajouter au moins cette étape-là pour plus apprécier ce moment-là. Et ouais. Et moi, ça m'a tout de suite fait penser à quand je cuisine avec mes enfants. Parce qu'on fait souvent des gâteaux au chocolat, en fait. Mais c'est vrai que ça sent l'odeur qui se diffuse dans la maison. Et Ouais. j'avais jamais fait attention à ça, en fait. Donc, ouais, je pense que je sentirai mon chocolat à l'avenir avant de manger. Ça peut être intéressant de le faire avec d'autres aliments que l'on aime. Parce que finalement, souvent, on va projeter des choses sur l'alimentation. Ou parfois, finalement, on se rend compte que quand on déguste l'aliment, ce que l'on projetait dessus n'est pas finalement la réalité. Par exemple, j'ai une patiente la dernière fois en faisant cette dégustation, elle a dégusté vous savez, les bonbons crocodiles. Et elle me disait, ah, c'est fou parce que moi, quand je mange des bonbons crocodiles, j'étais persuadée que je les mangeais parce que j'aimais les sentir fondre dans ma bouche. Et en fait, en le dégustant, elle s'est rendue compte que le crocodile ne fond jamais. Et donc, parfois, c'est marrant en fait de se rendre compte que tiens, je projetais ça sur cet aliment. Alors parfois, c'est un peu dommage parce que du coup, à la dégustation, on est déçu parce qu'on imaginait des choses et finalement, on ne les retrouve pas. Ou au contraire, parfois, on va être très surpris de découvrir des nouvelles choses. Moi, par exemple, qui n'aime pas les grains de raisin secs, cette dégustation, je l'ai fait plein de fois avec des grains de raisin. Et même si j'aime pas le grain de raisin, j'ai toujours découvert des choses un petit peu différentes d'un grain de raisin à l'autre. Et j'ai toujours été surprise finalement de
de sentir des choses que j'avais pas perçues sur d'autres dégustations. Donc, n'hésitez pas vraiment à pouvoir le reproduire, soit avec Ouais, je pense que je l'enregistrement, vais le soit faire juste avec en suivant. mes enfants. Enfin, le petit, il est trop petit, mais Alessio, 4 ans, ça peut être sympa, je pense, de lui faire prendre le temps de déguster Ouais, un aliment qu'il aime, juste pour qu'il s'imprègne autrement, en fait. Je le referai avec lui. ouais, c'est ça. Et après, avec les enfants, moi, c'est vrai que avec les adultes, généralement, je guide et on fait un retour après. Les enfants, eux, ils vont être beaucoup plus dans l'échange. Et c'est intéressant de le faire même à l'échelle d'une famille parce qu'on va se rendre compte que la perception que l'on va avoir avec les différents sens, on ne va pas tous percevoir, ou en tout cas, on ne va pas formuler tous de la même manière les choses que l'on perçoit. Et c'est intéressant aussi de voir ces différences d'une personne à l'autre. Bah, écoute, bah, Pauline, merci beaucoup. On va, je pense, mettre fin Allez. à ce beau petit live qui a duré déjà 1 heure et demie. Donc, j'espère les filles que ça vous aura apporté bah, les réponses à vos questions, que ça vous aura donné des clés pour approfondir, tester dans votre quotidien. Comme on le disait, hein, c'est pas noir, blanc, souvent c'est gris. On apporte voilà des petites touches, on fait du mieux qu'on peut. Je pense qu'il faut se rappeler voilà qu'on est aussi dans des périodes de vie qui sont pas évidentes. Donc il faut faire preuve de bienveillance, que ce soit donc pour la nutrition, mais que ce soit aussi bah, pour la pratique sportive, parce que si vous êtes sur Studio Témé, vous devez vous entraîner normalement de manière plus ou moins régulière. Et vous le savez toutes, c'est aussi un challenge. Donc, essayez voilà, de faire du mieux qu'on peut et de se dire que c'est des cycles de vie et que si là, on n'est pas au top, à super bien manger, à s'entraîner 4 fois dans la semaine, euh, c'est pas grave et ça reviendra petit à petit. Euh, moi, de par ma propre expérience, moi, je sors, comme je le disais tout à l'heure, je sors un petit peu du tunnel. Je le constate, quand les enfants grandissent, tout devient un petit peu plus facile. Pas facile tous les jours, clairement. Pauline, je pense que tu dois aussi le voir parce que toi, tu as 2 grands. Là, tu viens d'avoir une Oui. petite. Donc, je pense que tu étais partie, je pense, tranquille pendant quelques années. Et là, tu as dû Ah, c'est recommencer ça. un petit peu dans le dur. Donc, Ouais, moi, c'est ça. J'étais, avant même pendant ma grossesse, j'ai réussi à maintenir mes 5 entraînements par semaine. ouais. Et là, j'avoue, depuis l'accouchement, Bah c'est plus ouais. du tout le même rythme. Mais en même temps, bah, c'est à notre rythme et on vit plus au rythme de bébé. Et en Ouais. même temps, voilà, je me dis que c'est pas grave et que ça reviendra, mais que c'est aussi des moments, là, c'est des moments où la relation, en fait, est tellement fusionnelle et où, ben, effectivement, je peux pas m'entraîner autant que je le voudrais, mais c'est pas grave parce qu'en même temps, je profite de plein d'autres moments à côté et ça passe. Ouais, c'est clair. Moi, c'est ce que je me dis souvent. C'est vrai que c'est à peu près 3 ans avant de retrouver une sorte de tranquillité. Et en vrai, sur une vie, c'est quoi 3 ans? Alors que ces 3 années, elles reviendront jamais, qu'elles sont C'est hyper ça. importantes pour nos enfants. Et sur une vie entière, 3 ans, c'est 3 ans sans faire beaucoup de sport ou manger pas hyper équilibré ou de temps en temps avoir des grosses phases de down, bah c'est pas grave. Mm. Ces moments-là, on les revivra jamais. Alors qu'on aura le temps de refaire du sport et de refaire des menus et tout. Ouais, totalement. Donc bon, c'est pour ça en tout cas que nous, on est là. On vous a apporté des outils parce que voilà, c'est dur, mais il y a des solutions. Studio Témé est là pour ça. C'est vrai que je l'ai créé dans cette optique-là pour vraiment essayer de vous apporter tous les outils pour vous permettre de vous sentir bien pendant ces périodes pas merveilleuses, mais aussi pas faciles, challengeantes. Les filles, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup, Béné. Bah, avec plaisir, hein, c'était très chouette. J'ai appris plein de trucs et puis je trouve qu'il était très bienveillant ce live. Donc, ben, ça fait du bien aussi d'entendre ce genre de façon de penser et tout ça. Surtout comme je te disais tout à l'heure, quand tu es sur Insta et que tu suis des comptes un peu fit, un peu sur la santé, etc., et que tu es quand même un peu bombardé de gens qui, je pense, veulent bien faire, mais au final te créent un peu de culpabilité et de frustration. Pas oublier que eux, c'est leur boulot, en fait, de penser à ça C'est toute la ça. journée. Et que vous, bah, et moi aussi, hein, mon boulot, c'est pas de penser à mon corps et mon aspect et comment je mange toute la journée. Donc, c'est en plus de tout ce que j'ai à faire.
Et c'est ce que j'aime sur le studio et c'est ce qui conduit tout ce live, c'est cette bienveillance et se dire, ben, c'est pas grave si des fois c'est pas parfait, ben, on fait tout au mieux, quoi. Donc voilà, Ouais. c'était très chouette. Merci pour l'invite. Bon. Merci les filles, en tout cas, moi j'étais ravie de partager ce live avec vous. Puis je trouve que c'est toujours, je trouve que quand on devient maman, en fait, il y a un peu cette sororité qui s'installe avec les autres mamans dans les échanges qu'on peut avoir. Et moi, c'est ce que j'adore aussi sur le studio, c'est ce que tu véhicules, Ludie, vraiment ce côté humain où on voit à travers tes publications ben, que comme tu es comme nous toutes et que toi aussi, parfois, tu es fatiguée et que toi aussi, tu galères. Et je trouve que c'est important de véhiculer ce côté humain sur les studios. C'est ce qu'on voit de moins en moins aujourd'hui. Et pourtant, en tout cas, moi, c'est ce que j'aime voir et que j'aimerais voir davantage parce que avant tout, on reste des êtres humains C'est ça. et on a tous nos limites. Ouais. On est tous face au même challenge et on a toutes des galères, quoi. C'est ça. Voilà, le mot de la fin. Bon, merci à tous. Passez une bonne nuit. Merci. Complète ou entrecoupée, je ne sais pas, ça dépendra de chacune et surtout de nos enfants, on verra. Merci et puis bah, bonne soirée et à bientôt du coup pour toutes celles qui nous ont regardées, soit sur le studio, soit sur les réseaux sociaux.